Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis donc heureux d'accueillir ce matin M. Mlaili Kondro, qui est donc linguiste sémioticien et qui est donc titulaire d'un doctorat portant sur la question de l'écriture et de l'idéologie en Afrique noire. Depuis son retour à Mayotte, M. Kondro s'intéresse beaucoup à la société mahoraise, à ses signes et significations, à ses langues aussi, à ses discours, à ses hommes et à ses femmes, à son présent et à son passé qu'il ne cesse d'interroger dans ses travaux. Notre orateur s'intéresse également d'une manière un peu plus large à la région India-Océane et notamment, bien entendu, à ses littératures. Cet intérêt s'est traduit en 2010 par la création d'une revue littéraire consacrée à ces littératures, une revue qui s'appelle Projectile et qu'il co-anime aujourd'hui avec Nassouf Jailani, que vous connaissez tous, et Swadiki Assibatou, qui est professeur de lettres et doctorant en littérature francophone, ainsi que Oriane Barbé, qui est professeur de lettres. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Kondro, d'avoir accepté mon invitation au pôle de culture. Je vous laisse maintenant la parole au sujet du Nyambawani et des femmes mahoraises. Je parle dans le micro, c'est ça. Bon. Bonjour tout le monde. En tout cas, merci à vous, M. Rose, et au CEFR aussi, parce que c'est la deuxième fois qu'on me donne l'occasion de prendre la parole ici et de partager un peu les quelques résultats toujours provisoires de mes recherches sur Mayotte, mais tout en restant dans mon domaine de l'écriture. Alors, oui, donc l'intitulé de ma communication, c'est le Nyambawan des femmes mahoraises, entre support et surface, et l'aventure spatiale d'une parole féminine assignée à l'écriture. On verra que c'est aussi une parole assignée d'une certaine façon à résidence aussi. Alors, pour la présentation, je dirais que le Nyambawan est une parure traditionnelle assez surprenante. C'est un tissu aux couleurs chatoyantes, comme vous pouvez le constater, aux motifs infinis, superposés les uns par-dessus les autres. Il est porté par-dessus un tricot ou un chemisier. Les femmes en général, soit un tricot ou un chemisier. Puis noué au-dessus de la poitrine ou à la taille, ça dépend. Mais il semble qu'à chaque fois, ce n'est pas la même signification et pas à la même occasion, que ce soit ici ou là, c'est un peu différent. Donc on appelle ça globalement le salouva, le pagne en fait. Il se porte également sur l'épaule ou sur la tête en tant que châle, donc le kishali, l'autre partie pliée. Ensemble, salouva et kishali constituent ce que les femmes mahoraises appellent le complet Nyambawan en fait. Les deux forment un complet Nyambawan. Comme mise, le Nyambawan connaît aussi le phénomène de la mode vestimentaire qui est lié dans la société mahoraise aux grands moments rituels et festifs, les fiançailles, le mariage et autres fêtes profanes ou religieuses. Et au rendez-vous politique aussi, parce que, bon, même si ça n'a pas vraiment pris de ce côté-là, mais le Nyambawan est des fois utilisé aussi pour les grands rendez-vous politiques, pour les campagnes électorales ou la visite d'un ministre qui arrive ici ou du président de la République. Quoique la tendance actuelle, est dictée par les Manzaraka. Hein, donc j'ai remarqué que c'est devenu à la mode dans le Nyambawan et les femmes les portent presque comme une sorte de maillot. Elles s'habillent toutes de la même façon. Donc il est important de préciser que ces moments de la vie sociale commune sont souvent, sinon toujours, l'occasion pour les Mahorais d'arborer leur position sociale et économique. Et à ce propos, je cite ici, je rappelle ce que disait Sophie Blanchy à propos de la Grande Comore. Donc, elle disait qu'elle parlait des tenues vestimentaires féminines surnommées « Mon mari est capable ». Il y a des vêtements qui étaient surnommés comme ça « Mon mari est capable ». Donc les femmes étaient fières de porter ces vêtements. Voilà. Donc c'est aussi sont l'occasion de passe d'armes, ces moments aussi de passe d'armes entre rivales,
des déclarations de foi amoureuse, affective, polémique ou de sagesse populaire se font donc à distance à ces occasions par le biais de paroles imagées, de paroles sous-entendues. La rivale passe, on lance une parole comme ça, sans faire attention alors que ça lui est dirigé. Donc des paroles sous-entendues lancées comme par hasard au passage ou à la proximité de la rivale, mais aussi et surtout par le biais de mises et parures qui ne sont jamais neutres vis-à-vis de la rivale. Ce prestige social, cette rivalité et cette affectivité parlée ou sous-entendue, vêtue et parée, trouvent un écho dans la chanson féminine mahoraise. Cette dernière est caractérisée, la chanson féminine mahoraise est caractérisée, pour reprendre une expression de Francis Bébé, je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur humoriste camerounais qui parlait de vibrant appel à l'amour, pour caractériser ce genre de paroles par les consonances, dit-il, incisives, là aussi, hein, parce que des fois ça tranche. Donc de cette langue, des deux langues, que ce soit en shimaoré ou en kibushi. Mais nous voudrions ici relever plutôt un passage d'une vieille chanson masculine, hein, appelée Shigoma, qui parle du mégaline. Un autre tissu, c'est pas celui-ci, le mégaline en fait, pour montrer à contrario toute l'importance accordée par les femmes mahoraises à la tenue et à l'apparence vestimentaire. Et je ne sais pas si les jeunes qui sont là, parce que je viens de cette vieille chanson mahoraise, en shimaoré ça donne ça. Mama megalini, megaline smenyandrola. Donc pour la traduction, mégaline, en fait mégaline, ce tissu-là en fait, oui, met en péril les mariages. Donc il faut que le mari soit capable d'offrir ça. Il fallait, hein, surtout parce que le mégaline n'est pas tout à fait à la mode aujourd'hui, mais il fallait pouvoir offrir ça à sa femme. Sinon, le mariage peut être en danger. Donc, retenu comme couture et mode vestimentaire féminine d'une part, et intégré dans la symbolique des comportements sociaux des hommes et des femmes mahorais, et dans le jeu relationnel qui les intègre d'autre part, le Nyambawan ne peut échapper au regard évaluateur de la rue qui frappe. On dit en shimaoré Urema Matsu. En fait, c'est vraiment ce regard qui frappe, qui peut être dangereux aussi. Et donc qui frappe également les autres tenues traditionnelles et modes vestimentaires féminines mahoraises. Cependant, le Nyambawan s'offre en plus comme vêtement inscrit. C'est en cela que je l'ai retenu comme objet d'étude. Vêtement inscrit comme lieu d'une parole écrite. En effet, il peut être défini comme une surface à la fois ornée et supportant de l'écrit, tout en restant porté et perçu comme une mise qui peut être belle ou non, soir ou pas, ou non. Alors un problème se pose. L'alphabet qui relève d'un univers ascétique et bancal, pour reprendre ici les termes de Anne-Marie Christin, habite pourtant ici en symbiose, vous voyez, c'est pas fait n'importe comment, en symbiose, semble-t-il, un espace riche en motifs et couleurs. En outre, sociologiquement, il est intéressant de noter que le Nyambawan, support d'une parole transcrite en caractère latin, est porté paradoxalement par des femmes qui, en majorité, n'ont pas accès à l'écriture latine. Beaucoup de femmes qui portent ces Nyambawan n'ont pas accès à cette écriture-là. Pourtant, elle est là. Et c'est ce qui fait sa spécificité également. Donc, mais même si depuis ma première étude, les choses ont un peu évolué, mais ça reste en partie vrai, ce rapport-là à l'écrit du côté de ces femmes-là. Et vous connaissez aussi les chiffres de l'illettrisme à Mayotte, hein, donc on peut dire que la situation n'a pas vraiment beaucoup changé. Hein. À l'égard de ces questions, notre ambition est de tenter de voir comment cette habitation, donc ces individus qui habitent l'espace du Nyambawan, cette habitation physique et supportable, respecte le choix esthétique principal du Nyambawan. Beauté, en fait, le Nyambawan, c'est la beauté, la parade, la séduction. C'est essayer de voir également comment celle-ci intègre l'univers de valeurs symboliques et sociales du Nyambawan. Il s'agit alors de mettre en évidence les conditions et le mode de présence et de déploiement de l'écriture dans l'espace du Nyambawan, qui se qualifie matériellement et effectivement comme un support de l'écriture ici. Nous verrons par conséquent que le problème de l'efficience de l'écriture, en fait, on verra que malgré donc, ce que je disais à propos de ces femmes, donc cette écriture fonctionne. En fait, il y a une efficience de cette écriture
que pose la contemplation et la composition du number one. Donc, cela nous en fait, la composition du number one, tout ça, et sa contemplation nous invite à dépasser la problématique de la communication. Pour comprendre la présence de cette écriture, il faut dépasser la problématique de la communication. On verra ça. À savoir, donc, la transcription, la transmission d'un contenu. Il ne faut pas voir l'inscription comme ça, ni dépasser la question de la lisibilité, c'est-à-dire l'apprentissage de l'écriture et des chiffrements liés à un codage. Ce n'est pas une écriture qui est faite pour être déchiffrée, on verra selon la composition. Apparemment, en effet, comme un choix, cette inscription se présente comme un choix ludique ou irrationnel, cependant tenace. Donc l'écriture du number one ou le rapport entre l'écriture latine et le support number one s'informe pleinement dans la perspective des espaces sociaux et des rituels de parole consacrés dans la société mahoraise. Des rituels en fait, qui définissent pour la femme mahoraise, en l'occurrence, des procédés spécifiques, propriétés spécifiques et des rôles convenus. Il est convenu qu'une femme ne parle pas fort, par exemple, ou en public. Donc c'est une qualité qu'on attend de la femme. La discrétion, la voix, il ne faut pas que ce soit une voix tonitruante comme ça en public, c'est un peu mal vu. Donc il y a des conventions, des préjugés comme ça. Il faut donc les voir dans la perspective des espaces sociaux, des espaces qui déterminent l'apparition, les modalités de présence et la forme de déploiement de sa parole, non seulement dans l'espace général de la société, mais aussi et surtout par rapport à l'homme mahorais. Dans cette perspective, le Nyambawan s'offre comme une surface de l'altérité, c'est-à-dire lieu et témoin de la rencontre d'une parole féminine, intime et réservée avec l'extérieur. Évidemment, je ne vais pas réduire tout le discours, la parole de la femme à cette parole-ci, mais celle que j'ai étudiée, et vous verrez pourquoi je parle de la parole féminine s'agissant de ces inscriptions. Donc, le Nyambawan se déploie également comme un espace adjacent qui marque l'objectivation et l'extériorisation de cette parole. C'est-à-dire que cette inscription à la fois est là pour porter, donc marquer le chiffre de l'altérité, autre chose, mais en même temps, elle est là pour marquer la limite, une borne. C'est-à-dire que pour dire, il y a autre chose, il y a un autre espace possible, il y a autre chose avant qu'on ignore, ou qui est là, qu'on connaît, mais qu'on n'entend pas. Et il renvoie le spectateur à la réalité déterminante et contraignante des espaces sociaux. Pour notre analyse, nous avons retenu quelques... Donc, moi, pour l'analyse, il y a quelques photos là. J'en avais fait une cinquantaine quand j'ai étudié, j'ai même plus. Bon, je ne suis pas un très bon photographe, donc j'ai raté pas mal de photos. Et j'en ai refait d'autres en ce moment, mais j'en parlerai aussi. Là, les number one qu'on voit aujourd'hui ne rentrent pas dans le cadre de cette communication. Parce que la nouveauté, c'est que les number one d'aujourd'hui sont en Kiswahili. Et leur thème n'est plus le même. C'est le thème, et on retrouve plus la morale religieuse et autre chose. C'est pas comme les number one que j'ai étudiés. Donc, les number one que j'ai étudiés, en majorité, en fait, au départ, j'ai fait des photos. Et à la fin, je les ai rassemblées pour voir ce qui sortait, en fait. J'ai constaté, en fait, que c'était... toutes les inscriptions traitaient, en général, de la relation affective homme-femme. L'homme étant considéré comme un enjeu majeur, donc je parlais de Sophie Blanchy tout à l'heure. Cette relation et son traitement discursif relèvent de l'espace intérieur en général et intime, ce rapport homme-femme. C'est lui qui est attribué traditionnellement à la femme. Ici, vous savez, je le rappelle, qu'un jeune garçon s'entend souvent traditionnellement dire par ses parents « Qu'est-ce que tu fais tout le temps à la maison ?» Ce sont les filles, les femmes qui restent à la maison. Tout le temps, il faut sortir. La place des garçons, c'est à l'extérieur. Donc, il y a une répartition comme ça,
des places en termes de genre, en fait. Alors, c'est en fait le thème dominant, caractéristique d'une façon générale de l'inscription du Nyambawan au moment où j'ai étudié ce tissu. Alors, comment il se présente visuellement? Donc, c'est une surface ornée, un espace esthétique inscrit. Il y a des fleurs, des caractères, et les caractères en latin parcourent le tissu Nyambawan et le distinguent ainsi des autres genres de tissus qui habillent la femme mahoraise. Il y a le chirouman, il y a le mégaline, il y a le gaoun, tout ça c'est des types de tissus, mais qui ne portent pas d'inscription. Il n'y a que le Nyambawan qui porte l'inscription. En tant que couture spécifique, le Nyambawan possède une organisation propre. Étant donné le cadre de notre communication ici, nous n'aborderons pas tout l'aspect technique, hein, la coupe, la découpe des tissus, la redistribution, parce qu'au départ, c'est un tissu uni où on découpe en fait pour former tout ça. Alors, mais on va seulement, on note ici que matériellement, le complet Nyambawan est constitué en général en fait de... Oula, il ne faut pas que je parte. Alors, bon, vous allez, j'essaie de suivre, j'ai mis le Nyambawan là, vous allez essayer de suivre. Alors, on peut noter en fait que matériellement, le Nyambawan est constitué en général à partir de 3 pièces de tissu non ouvrées, appelées également Nyambawan. Ces tissus non ouvrés, en fait, on les appelle également Nyambawan. Fini, il révèle 4 lignes de couture. Là, il y en a une là, ligne horizontale, donc 4 lignes de couture, 2 verticales et 2 horizontales. Les premières parcourant la hauteur du Nyambawan lorsqu'il est porté, limitent 2 surfaces inscrites. Ces 2 derniers constituent normalement le devant et le derrière du Nyambawan. Là, vous voyez, là c'est le devant, le derrière ici en fait. Alors, et porte la même inscription à la même hauteur. Cette inscription se trouve également derrière à la même hauteur. Tandis que les lignes horizontales divisent par le bas et par le haut les 2 surfaces inscrites. Ainsi, horizontalement, 3 surfaces inégales se distinguent. Une vaste, faisant le tour de la taille, limitée de chaque côté, haut et bas, par une petite. La petite surface du bas, dont les motifs et couleurs tranchants sont plus denses, constitue ce qu'on appelle le pied du pan, donc Mundriya Saluva. Et les 2 inscriptions se situent juste au-dessus de celui-ci, dans la vaste surface, dont l'ornement est à l'inverse plus délié, moins dense. Vous voyez, donc c'est moins dense qu'ici. Les 2 inscriptions en caractère latin, imprimées en majuscule et en petite taille, sont encadrées dans une ligne de la même couleur, souvent noire, que les caractères. La couleur de cet ensemble, caractère donc et ligne, le dégage d'un fond dont la couleur est souvent la dominante du tissu, celle qui permet de le repérer de loin en tant que modèle spécifique d'ornement et de composition. Alors, mais elle n'est jamais une couleur isolée. Elle est souvent celle d'un des motifs qui orne et parcourt tout le pagne. Aussi, ce jeu de couleurs et cette animation des motifs tendent-ils à assimiler les inscriptions, qui se font ainsi discrètes dans cette profusion et dans cette harmonie de motifs et de couleurs. Vous voyez, bon, il y a l'inscription, on tente de l'intégrer dans l'économie générale des motifs et des couleurs. Ainsi, approché en tant que mode vestimentaire et couture, le Nyambawan s'offre-t-il comme une surface ornée de différents motifs, dont l'écriture, et comme une composition esthétique, il y a les jeux de couleurs et animation des motifs, pour le plaisir des yeux. Pour cela, on peut le rapprocher de l'espace peint dont parlait François Cheng. Hein. François Cheng écrivait à propos de l'inscription des signes idéographiques dans l'espace peint chinois. Il disait ceci: ces idéogrammes s'insèrent dans ces espaces et entrent en symbiose avec les éléments environnants. Partie intégrante de ces espaces, ils ne sont pas perçus comme des ajouts artificiellement imposés. Ils jouent de l'intérieur un rôle agissant. C'est un peu aussi le cas de cette inscription. Même si le jeu des couleurs et la composition des motifs n'excluent pas complètement, comme l'aurait fait a priori la calligraphie, la tentative de lecture, même si je disais, bon, il ne s'était pas fait pour être lu, mais la tentative de lecture n'est pas exclue, qui est liée ici, entre autres, à la présence syntaxique et sémantique objective d'éléments linguistiques. Ce souci d'intégrer harmonieusement l'inscription dans l'espace esthétique du Nyambawan est réel. Il y a donc un réel souci d'intégrer cette inscription dans
l'esthétique du Nyambawan. Ce souci peut être ressenti aussi, en effet, jusque dans la forme et le contenu de l'élément linguistique. On ne va pas mettre n'importe quel message, en fait. Il faut que ce soit une bonne parole, en fait. C'est une parole douce, une parole agréable. Il ne faut pas que ça ne peut pas... Voilà. C'est le cas général, en fait. Il est important de préciser que cet élément linguistique est reçu en général comme une parole féminine. En effet, n'est-il pas assumé par la femme vêtue du Nyambawan qui le porte sur ou avec elle? Par ailleurs, il est convenu traditionnellement, peut-être déjà, là on voit déjà une assignation identitaire, que la parole féminine est beaucoup plus préoccupée par la relation homme-femme, ça va pourquoi, mère-enfant. Intéressée, cette parole est intéressée et marquée par son aspect affectif et poétique. Alors, moi quand j'emploie le mot traditionnel, c'est pas pour dire, pour l'opposer à moderne. Hein. Quand j'emploie le mot tradition, traditionnelle, je fais référence à cette société mahoraise qui évolue sur un socle civilisationnel commun défini par l'islam. C'est dans ce sens-là que j'emploie le mot traditionnel. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire aujourd'hui, l'islam ne détient plus le monopole de la définition de l'homme, de la civilisation dans ces sociétés. Donc, alors qu'à un moment, c'est l'islam en tant que religion, en tant que civilisation, qui a imposé sa définition de l'homme, ça, en fait, offrait un socle civilisationnel commun. Ce qui, à mon sens, n'est plus le cas. Alors... Donc, et c'est précisément cette relation qui est privilégiée par la parole du Nyambawan, c'est-à-dire cette relation homme-femme. Ainsi, de par le registre féminin de la parole même qu'elle véhicule, affection, témoignage affectif et sensibilité au beau et au témoignage d'amour, c'est des choses traditionnelles qu'on attribue à la femme, aux femmes en fait. Un homme dans la tradition traditionnelle ne peut pas témoigner se montrer aussi affectif, parler beaucoup d'amour comme ça, c'est des choses réservées, on dit à la femme. L'inscription donc mérite-t-elle naturellement de faire partie des motifs et de l'ornement du Nyambawan. Donc, de par même le message porté là, alors cette inscription mérite d'être là, puisque cette parole parle des choses concerne la femme, donc qui la préoccupe, la relation homme-femme, mère-enfant, qu'on retrouve souvent, et il y a aussi il y a des proverbes, des messages plutôt moraux. En effet, les paroles transcrites et inscrites dans l'espace du Nyambawan sont essentiellement des paroles belles, en fait, Luhan Zuzuri, des propos beaux, en fait, Mahadis Zuzuri, celles ou ceux qui plaisent au cœur, ou Furahizaroho. En fait, c'est on dit en Shimaoré, donc c'est des propos qui plaisent, au cœur, en fait. La belle parole qui est en fait ici Luhaya Furaha, Nabaraka, Namahaba, Luhaya Furaha, Namahaba, donc parole de joie, d'amour et de bonheur, est caractérisée par sa forme et son contenu. Sa forme est souvent celle du parler à la façon d'un adulte, c'est-à-dire ou la Guashimtumbole, qui est parlé de façon imagée et détournée. C'est la forme de je ne me souviens plus qui parlait de ça, de la parole pilée, dont il faut chercher le sens au-delà des mots. Comme l'illustre, donc il y a une photo Nyambawan où on dit Mahaba Dala Onjima. Donc il faut être dans les codes aussi pour connaître le sens. L'amour, le bonheur est un bon médicament, tandis que cette parole laisse entendre des choses belles et bonnes, des choses savoureuses, qui sont choses de l'amour et de l'intimité. Il y a, par exemple, une inscription qui dit Mahaba Borarahana Dahabu. L'amour, donc, ou le bonheur, est mieux que les bijoux, des choses comme ça. Si on retient par ailleurs avec Sophie Blanchy que le rapport en fait, homme-femme est appréhendé par la femme mahoraise essentiellement
non, plutôt le rapport femme-femme, est appréhendé par la femme mahoraise essentiellement, sinon souvent, en termes de compétition et de rivalité, dont l'enjeu, on l'a vu, est en outre l'homme, son pouvoir économique, même si, bon, avec l'instruction des filles, les choses aussi changent. Il est évident que cette belle parole peut avoir comme contenu la compétition et la rivalité entre femmes convoitant le même objet ou le même moyen, l'homme. Dans sa manifestation positive, non explicitement et directement polémique, cette parole alors est une parole partagée qui témoigne d'une complicité tierce contre la rivale. En fait, lorsque cette parole s'adresse à la rivale, on peut envisager une complicité tierce là pour porter aussi cette parole. Donc, parole imagée et sous-entendant, elle trouve dans le support Nyambawan la complicité nécessaire à son déploiement extérieur, public, auquel elle aspire toujours. Et de ce fait, ne trouve-t-elle pas heureusement, et non nécessairement, dans l'écriture et dans la façon dont elle est inscrite, le support de son intégrité matérielle, linguistique, et le moyen approprié de sa discrétion lorsqu'elle s'aventure dans l'espace public? En fait, le Nyambawan se présente comme un support, je dirais, heureusement convenable. C'est-à-dire que c'est le support qui convient à cette parole qui aspire à une diffusion publique et peut-être beaucoup plus large. En effet, traditionnellement, la parole féminine, distinguée de la parole masculine, possède son espace d'énonciation propre, prescrit par les normes qui régissent la position et le rôle de la femme et de l'homme dans la société mahoraise. Elle relève de l'intimité, car elle affectionne les relations, en fait, on dit, c'est les normes, homme-femme, parent-enfant, mari-femme, et s'échangent souvent entre femmes, liées par une complicité durable ou circonstancielle. Il est important de noter à ce propos que si cette parole féminine s'adresse souvent à un homme ou à une rivale, son déploiement spatial relève par contre de la communication par intermédiaire, qui marque entre autres le rapport homme-femme dans la société mahoraise. Il est souvent dans les couples, dans mahorais, quand il y a un conflit entre le mari et la femme, souvent la femme ou l'homme passe par un intermédiaire pour régler le conflit. Donc il faut éviter la confrontation. Des fois, si c'est la femme qui se sent lésée, donc elle va se voir sa belle-mère ou quelqu'un de la famille de son mari pour qui intervienne. Donc c'est toujours une relation, donc il y a médiatisé, il y a toujours quelqu'un au milieu, une tierce présence. D'accord? Parce que il y a un proverbe maoré qui dit « donc en fait, comment on traduit ça? C'est Manyuna Manyun, c'est ça. Omana, c'est-à-dire que les Manyun, c'est les dents, c'est ça? Les dents, en fait, les dents, quand elles se font face, donc finissent toujours par se mordre, en tout cas, donc il faut éviter la confrontation. Donc on passe toujours, quand il y a des problèmes dans le couple, eh bien, on préfère passer par une tierce personne. Alors, donc, elle est donc une parole qui se diffuse et s'entend par des médias, des supports convenables. Des supports convenables qui doivent être distingués ici des intermédiaires indiscrets, les wanafiques, en fait, des rapporteurs. Voilà. Livrant donc des pensées intimes, mais toujours médiatisées, la parole féminine est marquée par conséquent par le souci de la convenance et de la discrétion. Elle est hantée par la peur de la honte, ou ri'aïm. Lorsqu'elle s'énonce et se dit « oh ». Mais la question de la honte, c'est une question vraiment importante dans cette société, parce que, qui touche pas seulement la femme. La première chose il me semble qu'un Mahorais, un Comorien, de manière générale, fait, en tout cas quand il va quitter son domicile, c'est fuir la honte, en fait, le déshonneur, en fait. Et je crois que c'est ça qui va déterminer la nature, même les manifestations qu'on organise, en fait. Je veux marier ma fille, mais voilà. La première chose que je dois fuir, c'est l'haïb, en fait, le déshonneur. Le déshonneur. Je peux chercher l'honneur, mais avant tout, fuir ça. Et je crois que c'est quelque chose, un concept qui informe vraiment le comportement du Comorien d'une manière générale. C'est cette
éviter le déshonneur d'abord. Et qui peut conduire des gens à faire des dépenses faramineuses, en fait. Parce qu'ils se disent, je ne vais pas être la dernière des personnes, en fait, des vivants, en fait. Il faut que, voilà. Donc, il faut fuir ça. La même peur, donc, du déshonneur qui guette la femme mahoraise à chacune de ses sorties hors de son espace propre pour s'aventurer dans l'espace public réservé à l'homme. Je pense que même nos jeunes filles ici, à mon avis, tous les matins, c'est d'abord voilà, éviter que le regard rival ne trouve des choses qui déstabilisent. Donc, on pense d'abord à ça, avant de voir si c'est vraiment beau ou pas. Aussi, dans cette situation d'interaction et de négociation des rapports sociaux, qui est son aventure extérieure et publique, la femme mahoraise, assignée à la discrétion comportementale verbale, arbore-t-elle sa tenue vestimentaire comme un troisième terme privilégié, un intermédiaire ou un médium complice et incontournable dans cette interaction. Ainsi, ne pouvant pas se mettre publiquement et être entendue directement cette parole féminine, a-t-elle choisi d'être visible, c'est-à-dire inscrite et portée. Elle a choisi d'être habillée par l'écriture comme le corps intime de la femme l'est par sa tenue vestimentaire. Une solidarité intime s'instaure alors entre la tenue de ce corps et le signe écrit de cette parole, celle entre le support Nyambawan et l'écriture de la parole féminine. Cependant, cette solidarité n'est pas pour transcender le visible dans le phonétique, même si un effort de transcription fidèle des sons du Shimaoré peut être constaté. Cette solidarité n'est pas formulée non plus pour prendre en charge l'indicible d'un corps ou d'une parole, car on sait que le corps et la parole de la femme mahoraise ont traditionnellement des espaces d'expression concrets et ouverts à tout public. Les danses traditionnelles, si les femmes parlent à ce moment-là, la chanson, ce moment-là pour la femme mahoraise, c'est jamais que des moments où on s'amuse en fait. C'est toujours des occasions où il y a un discours qui est mis. Même on fait attention aux mots des chansons, les paroles dites dans les chansons. Ça peut être l'occasion de critiquer, on peut danser et puis montrer son mécontentement dans les paroles en fait. Si une famille dans le mariage, une des deux familles a mal accueilli, eh bien on peut improviser une chanson où on critique, pourtant en dansant, mais on critique quand même. On dénonce en disant oui, c'est raté tout ça. Voilà. Donc, c'est pas que des danses, en fait, des moments ludiques, hein, on règle aussi des comptes à ce moment-là. Donc, par contre, cette solidarité s'offre comme une solidarité de jeu. En fait, à partir du moment où elle intègre les signes de l'alphabet latin, qui est, en fait, on considère que les signes de l'alphabet latin, c'est un transfert définitif du visible vers le lisible. C'est des signes pour être lus, selon toujours Anne-Marie Christin. Donc, cette solidarité les intègre dans le jeu esthétique du Namba. Donc, va intégrer ces inscriptions dans le jeu esthétique du Nyambawan, sans en remettre en cause sa valeur de parure féminine et traditionnelle. Ces inscriptions, en fait, sont là, mais ne remettent pas en cause le rôle premier, en fait, du Nyambawan, qui est c'est une parure, d'abord, avant tout. De ce point de vue, il semble que cette solidarité de jeu fait de l'inscription en caractère latin du Nyambawan une création seconde. C'est pas l'objectif premier, puisque le Nyambawan porté et son inscription n'obéissent pas aux conditions de lisibilité immédiate, c'est-à-dire aux règles de la communication reçue d'un contenu linguistique écrit. En effet, il n'est pas évident non plus, et ce n'est pas élégant non plus, pour un homme ou pour quiconque, de regarder avec insistance le bas du salouva d'une dame qui passe pour essayer de lire ça. Ce n'est pas très élégant de faire ça. Donc on se dit, mais pourquoi alors l'inscription est là si on ne peut pas lire? Parce que bon. Donc, tandis qu'un tel regard, lorsque émanant d'une femme, serait interprété comme indiscret ou envieux, voire même rival. Cependant, la présence de l'écriture alphabétique, donc ascétique, dans l'espace esthétique du Nyambawan ne saurait passer inaperçue. Elle est tenace et désigne un choix, c'est-à-dire une décision.
Elle n'est pas là par hasard. Il y a une décision originelle qui a été prise. En effet, une volonté pleine doit être envisagée, qui génère et prend en charge cette présence. Quand bien même cette société mahoraise négligerait de l'exploiter de façon rationnelle ou efficace. Et c'est alors que se pose la question de l'efficience de l'écriture dans le contexte du number one, qui est non seulement un contexte esthétique, je le disais, mais aussi, rappelons-le, celui de femmes qui, en majorité, donc je le disais tout à l'heure, qui n'ont pas accès à l'écriture latine. En effet, pourquoi écrire si l'on ne peut pas ou ne sait pas lire les signes inscrits? Pourquoi publier, donc par un support public, le number one, une parole transcrite en plus en caractère latin, si elle ne peut pas être entendue? En fait, le number one se déploie comme une surface de l'altérité et de l'espace adjacent. Je vais m'expliquer. L'analyse du number one que nous avons faite ici a montré donc que l'intentionnalité de l'écriture du number one n'était pas la lisibilité. Donc cette écriture n'est pas là pour être lisible en fait. Ce n'est pas la lisibilité d'une parole féminine transcrite et affichée. Au contraire, l'intentionnalité de l'écriture du number one tend fortement à installer et à cantonner cette écriture dans l'investissement du visible. Le number one, ses motifs, c'est d'abord le visible, être vu, mais pas être lu. En effet, elle pose discrètement, mais visiblement, au pied de ce support vestimentaire, son inscription en caractère latin, comme un indice. Un indice qui impose ou pose une existence objective. Pour que le number one soit une surface de l'altérité. Comme lorsque vous marchez sur une plage, vous voyez une trace, vous pouvez être sûr qu'il y a une présence. Donc ça renvoie à une présence, à absence. Donc à l'altérité. Et comme une borne limite pour que le number one soit un espace adjacent, donnant accès à l'autre côté féminin. Fukoyamtumama, le Upandeyamtumama, c'est l'autre côté qu'on ne voit pas souvent sur la place publique. Donc un peu le canto femme, avec ses mots et ses valeurs aussi. Lorsque le number one est porté par la femme mahoraise qui se trouve dans l'espace public ou qui marche dans la rue, il n'offre qu'une très mince possibilité de lecture de son inscription. Sachant que toute lecture est alors effort de lecture. Sinon, elle ne peut être que fragmentaire. On ne peut pas tout lire quand la femme marche. Par contre, l'inscription est repérable globalement comme un motif identifiable de l'ornement du number one. Visible et non lisible, donc visible entièrement, soit partiellement, l'inscription se donne comme un indice. Elle n'est pas là pour répéter ce qui a déjà été dit, comme le dit Anizalig à propos de l'écriture. Elle n'est pas là pour répéter, en l'occurrence une parole féminine déjà énoncée dans un autre espace, mais pour poser une existence objective. Pour risquer autre chose, selon encore une formule de Anizalig, l'inscription du number one est celle d'une parole féminine déjà connue, qui se trouve toujours pour cela ailleurs prononcée, dans l'espace intime, privé, des amis, des amants, des mariés, des parents. Cette inscription est sa représentation dans l'espace public, à la vigilance masculine ou rivale, qui ne manque jamais de la reconnaître. Cependant, si le déploiement indiciel donc de l'inscription sur la surface du number one parvient à imposer la contiguïté existentielle donc, de cette parole inscrite et suffit à éveiller l'image concrète de cet objet à la mémoire de l'observateur, c'est d'abord parce que cette inscription est l'inscription sûre ou d'un lieu déterminé déjà occupé. En effet, nous avons vu plus haut que se vêtir et se parer étaient des modalités de la vie extérieure, celles qui caractérisent et permettent la présence de la femme mahoraise dans l'espace public, représentée par la place publique, en fait le chilindro. Cet espace public, c'est l'espace public par excellence, c'est le chilindro. À Mayotte, c'est là où les hommes, ou les tengwe, donc là où les hommes se rassemblent, qui est réservé exclusivement aux hommes. Les femmes ne font que la traverser. Donc elles ne s'arrêtent pas. Elles n'y prennent pas la parole. Elles ne font que traverser. Et pour traverser cet espace public, eh bien, on ne peut pas la traverser n'importe comment. Il faut être habillé correctement. Donc, alors, où est-ce que j'ai été? Donc, voilà. En d'autres termes, c'est pour la publicité, la fonction sociale du number one,
que les signes de l'alphabet latin investissent sa surface. C'est-à-dire comme si, donc profiter aussi de Nyambawan comme, voilà, comme support public pour lui faire porter un message, une parole en fait qu'on connaît déjà. Et comme pour le rappeler, marteler, voilà, il y a cette parole qui existe. Il y a cette parole qui existe, même si vous ne l'entendez pas publiquement, même si la femme ne prend pas la parole publiquement, cette parole existe et vous savez très bien qu'elle existe, cette parole-là. En effet, exploitant uniquement la publicité, la sociabilité du Nyambawan, la fonction indicielle de l'inscription se donne ici comme une fonction qui témoigne le mieux de la nature du Nyambawan comme surface pouvant accueillir heureusement de l'écrit, comme lieu où la solidarité entre les caractères latins et la parole féminine trouve tout son intérêt. Par le Nyambawan, où elle est inscrite et visible, la parole féminine transcrite peut ainsi atteindre, comme nous l'avons vu, la vigilance du vis-à-vis masculin ou rival. Elle peut établir un lien concret entre l'espace traditionnellement assigné à cette parole et celui de l'homme qui lui est normalement interdit, qui lui est en fait accessible qu'occasionnellement et exceptionnellement. Je lui parlais tout à l'heure des moments des fêtes, des chants religieux, célébrations de mariage, chansons. Mais sinon, quotidiennement, elle ne faut que traverser cet espace public. Je crois qu'on peut dire que même aujourd'hui, ça reste vraiment valable, ça. Donc le rapport des femmes à ces espaces publics dans les villages. Le Nyambawan se donne ainsi comme le support d'un rêve, le rêve d'une parole féminine qui aspire à se libérer de son espace réduit et de son monologue intérieur pour investir l'espace public et les rapports sociaux, à l'image de la parole masculine qui ne prend pas en charge ses préoccupations. Cependant, parole toujours réduite à une portion congrue et à la discrétion, même quand elle est transcrite, transformée, supportée ou transportée, son inscription indicielle sous forme d'indice et transgressive apparaît comme un jeu gratuit, un ornement. N'est-ce pas que ce que confirme son contenu de paroles affectives, poétiques, qui semble renchérir, comme si on a choisi de ne mettre que ce genre de paroles, de contenu. Ça ne veut pas dire que les femmes ne tiennent pas d'autres types de paroles, mais comme s'il fallait insister sur ce côté affectif, rapport homme-femme, peut-être homme-femme, peut-être pour les dénoncer tout simplement, pour dire que ce n'est pas forcément un rapport égalitaire. Mais ce n'est pas pour dire que la parole féminine est essentiellement affective. L'inscription n'arrive pas à s'imposer comme message à lire ou à comprendre en investissant indiscrètement, je dirais, par exemple, la surface ornée du Nyambawan. Ce n'est pas comme les inscriptions sur les t-shirts qu'on porte, qu'on affiche clairement pour être lisible, pas visible. Là, on voit encore que cette inscription est discrète, elle s'est fait discrète. Elle signale juste sa présence. Aussi pose-t-elle l'écriture latine du Nyambawan comme une création seconde, fortuite, presque irrationnelle, eu égard par ailleurs, donc je dirais tout à l'heure encore, l'illettrisme dominant en caractère latin des femmes qui l'énoncent. Mais secondarité ne veut pas dire non signifiant, s'agissant surtout des signes d'écriture qui ne se prêtent pas volontairement à la calligraphie, les caractères latins. Et irrationalité renvoie toujours à la relativité d'un point de vue, surtout dans le domaine de l'écriture. Donc tout ça, ce n'est qu'apparent. Ne pouvant cependant évacuer la présence tenace de l'écriture sous le Nyambawan, cette secondarité et cette irrationalité situent l'efficience de cette écriture ailleurs que dans la transmission et la lisibilité des messages écrits. Visible d'emblée sous le Nyambawan comme l'écriture latine d'une parole féminine déjà entendue ailleurs, elle offre le Nyambawan comme révélant deux lieux d'énonciation et deux espaces sociaux distincts exclusifs, l'un intérieur absent, étant dévolu traditionnellement à la parole féminine, et l'autre public présent à la parole masculine. Forme et conditions sémiotiques de la sortie publique de la parole féminine, avons-nous vu, l'inscription fait par conséquent du Nyambawan un lieu négocié et partagé par deux existences objectives, une interface ouvrant à deux univers de discours, à deux univers de valeurs, féminine, masculine, traditionnellement posés comme exclusifs. En somme, la solidarité entre l'écriture et le Nyambawan est l'histoire d'une parole féminine contrainte ou qui choisit stratégiquement de se transformer et de se faire discrète pour pouvoir apparaître dans l'espace public et investir les rapports sociaux.
Ainsi, la femme mahoraise, habillée de son saluva, s'affiche-t-elle non seulement comme une femme traditionnelle, mais aussi comme une femme porteuse d'un discours et des valeurs socioculturelles spécifiques, alternatifs à la société binaire et exclusive de l'idéologie masculine. Donc, en conclusion, contempler et analyser le Nyambawan, c'est le décrire comme une surface ornée de motifs dans l'écriture et comme un espace esthétique harmonieusement et ou discrètement habité par des inscriptions en caractère latin. Ensuite, c'est constater qu'il est le lieu d'inscription d'une parole féminine qui aspire à la reconnaissance publique et sociale, essentiellement masculine, des fois rivale. Cependant, transcrite et transformée, cette parole s'est faite muette pour être visible et discrète, pour rencontrer l'altérité. Ainsi, son inscription devient-elle insistance sur la secondarité de cette écriture dans le contexte esthétique, symbolique et social du Nyambawan. Un contexte, avons-nous vu, donc, qui est caractérisé par l'abondance de couleurs chatoyantes et de motifs divers, qui est marqué par l'affichage de la position sociale du mari, par le fait que l'homme est un enjeu économique pour la femme mahoraise, ça c'est à relativiser, et enfin par l'illettrisme, un caractère latent de la majorité des femmes intéressées par le Nyambawan et son inscription. Écartant par conséquent toute visée de communication et de lisibilité d'un contenu linguistique, la solidarité entre le Nyambawan et l'écriture latine est dirigée par la visibilité. Elle fait du rapport entre l'écriture et le support une aventure spatiale et sociale qui nous interroge sur la formation et l'objectivation du sens. Ici, une inscription en caractère latin dans un espace esthétique. Et dans le contexte hautement social donc de la décision et de la pratique de l'écriture, cette solidarité insiste ici sur les conditions matérielles et sémiotiques du déploiement des discours sociaux pour mettre en évidence l'importance des stratégies discursives et sémiotiques dans la négociation et la prise en charge des rapports sociaux polémiques. J'ajouterai dans ma conclusion en fait, que cette façon de négocier les rapports sociaux de la part de la femme, on peut la retrouver dans d'autres domaines. Je vois des collègues, des amis à qui je devais rendre un texte sur le phénomène que tout le monde connaît, le Manzaraka, qui était à l'origine fait en l'honneur de l'homme, qu'on accueillait dans la famille de la mariée, a été, comment dire, détourné, c'est le mot qui arrive immédiatement, par les femmes. Et se sont appropriés ce moment de fête. Si bien que c'est devenu une fête féminine, en fait, c'est des femmes. On oublie carrément que c'était, au départ, réservé aux hommes. C'était en l'honneur du marié. Donc, elles ont cette capacité de s'approprier de négocier, donc pas forcément dans la confrontation, mais toujours dans le détournement et dans le silence. C'est aussi, on retrouve le même phénomène dans le Tumba, le phénomène du Tumba. J'ai pu l'étudier aussi dans ce sens. Comment des femmes qui, dans une société où l'homme a pris l'ascendance, dirigent, assignent des places et des rôles, comment cette femme, à travers le Tumba, des Tumba, arrive à se libérer de cette emprise de l'homme. Comment? Eh bien, en étant chevauchée par des rois défunts. Donc, je me fais homme pour me faire respecter. Paradoxalement, hein, parce que ces rois, souvent, c'est des hommes. Et quand la femme est chevauchée donc, par le Tumba, ou quand on l'identifie comme ayant des Tumba, et donc, il y a des interdits qui s'installent. Et ça peut même affecter jusqu'aux rapports intimes, les rapports intimes du couple. Donc cette femme a toujours eu donc, cette capacité à détourner, faute d'aller à la confrontation, de détourner les choses, pas forcément à son avantage, mais pour qu'elle puisse à chaque fois s'exprimer, avoir sa place à chaque fois. Et pour finir, un autre exemple, les chatouilleuses, les fameuses chatouilleuses, on oublie souvent que c'est une forme de violence, hein, la chatouille. On chatouille pourquoi? Parce que tout simplement, on veut agresser sans laisser de traces. C'est aussi ça. Ben oui, on veut agresser, donc sans laisser de traces. C'est ça l'objectif. Mais ce que les gens oublient souvent, que ça, son correspondant, c'est pendant du côté des hommes, ça. Donc ça, c'est
des hommes, on va rigoler, des hommes qui s'amusent à chatouiller des hommes de violence, ce n'est pas des hommes. Donc traditionnellement, on va dire non, ça c'est pas un acte masculin. Mais il existe exactement la même chose. Agresser sans laisser de traces, eh bien c'est l'usage des pousses de bananier que les gens Mayotte connaissent bien. Les gens se font, il y a des gens, on sait, il y a des gens qui ont été tués comme ça. Et ça ne laisse pas de traces. Ça provoque des hémorragies internes. Et donc, c'est l'équivalent du côté des hommes. Donc, on constate que cette femme, à chaque fois, répond à sa manière. En fait, c'est vraiment le mot répond à sa manière à ce que l'homme, cet homme qui tente à chaque fois, par peut-être, je ne sais pas, d'où vient une tentative d'imposer sa domination, cette femme arrive à chaque fois à répondre, en fait. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Condreau, pour cette analyse très éclairante. Nous n'avons malheureusement pas le temps de prendre peut-être une question, peut-être, si... Monsieur très rapidement. Oui, donc moi j'ai retenu en fait le fait que tu dises que les messages ne sont pas agressifs. Bon, par contre, il y a la compétition, mais quand tu vois explicitement marqué « touche pas à mon mari », là, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est vraiment très clair. Et après, je voudrais juste savoir...